Un message rapide avant de se lancer dans cette vidéo sur la métamorphose de Franz Kafka. Si vous ne l'avez jamais lu ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez d'abord aller voir un résumé que j'ai fait, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Whatever the reason, we're not going to let you ruin your life. Tomorrow I'm withdrawing you from Welton and enrolling you in Braden Military School. You're going to Harvard and you're going to be a doctor. That's 10 more years. Father, that's a lifetime! Oh, stop it! Don't be so dramatic. You make it sound like a prison term. You don't understand, Neil. You have opportunities that I never even dreamt of, and I am not going to let you waste them. I've got to tell you what I feel! What? I've been so worried What? about... Tell me what you feel! Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la métamorphose de Franz Kafka et pour commencer une petite confidence. Lire un roman en prenant des notes pour préparer une vidéo, c'est long et quand c'est un gros roman, c'est encore plus long. Et comme j'ai pas beaucoup de temps pour préparer ces vidéos, ça fait qu'elles sortent environ tous les 6 mois, ce qui en soi n'est pas très grave, mais je me suis dit que pour changer, je pourrais partir sur un roman court, voire même sur un roman très court. Jusque-là, ça avait l'air d'être une bonne idée. Et c'est comme ça que j'ai choisi de faire une série de vidéos sur la métamorphose, qui est un roman très court d'une centaine de pages, voire même une nouvelle. Ce qui n'est pas une raison très glorieuse et mal m'en a pris, puisque ça fait environ 6 mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Réponse, le karma. J'ai appris à mes dépens que Kafka était un des auteurs les plus commentés au monde et que tout ce qu'il avait écrit avait donné lieu à d'innombrables interprétations et en plus pas toutes compatibles les unes avec les autres. Et là, je me suis rendu compte que ça allait être galère de faire cette vidéo et effectivement, ça a pris 6 mois. C'est ça le karma. Conclusion, je retiens 2 choses de cette anecdote. 1. C'est pas la taille qui compte. That's what she said. Et 2. Comme on dit chez les gens érudits, Kafka, ça fait beaucoup gloser. On glose sur ses romans, mais aussi sur Kafka lui-même. Si vous lisez un livre sur Kafka ou que vous tombez sur une émission de radio qui parle de lui, il y a des chances pour qu'on commence à rappeler que, bien sûr, Kafka était très différent de l'image qu'on en a souvent. C'est-à-dire l'image d'un artiste solitaire, tourmenté, névrosé, indifférent aux autres, en décalage avec le reste du monde. Je suis trop dark. Bref, dans l'imaginaire collectif, la vie de Kafka, ça avait l'air d'être un peu comme dans un mauvais biopic. Pléonasme. Kafka aurait été un genre d'artiste génial et solitaire, atteint par un genre de syndrome d'Asperger. Une image caricaturale, donc, raison pour laquelle on se sent souvent obligé de rappeler qu'elle est inexacte, très exagérée, voire même carrément fausse. Et si les romans de Kafka suscitent autant de commentaires, c'est en partie à cause de leur caractère énigmatique. Et quand je dis énigmatique, c'est pas au sens où il y aurait un mystère caché comme dans Le Secret des Pyramides, non, c'est pas ça. C'est plutôt que Kafka, c'est pas le genre à vous écrire un roman avec un gros message bien explicite qu'on repère immédiatement. Là, on n'est pas dans Avatar. La nature, merde. Déjà, Kafka, c'est bizarre. Dans la métamorphose, un personnage se réveille transformé en insecte. Pourquoi? Comment? On sait pas, on saura jamais, et il faut se démerder avec ça. Alors on se dit que c'est peut-être une métaphore et on se met à chercher des indices dans le texte, on croit qu'on a trouvé une ficelle et puis on tire et parfois au bout... Il n'y a plus de corde! Eh ben y a rien. Et le pire c'est qu'à force de chercher, on finit parfois par trouver uniquement ce qu'on avait envie de trouver. Ce qui fait dire à Hannah Arendt que les interprétations de Kafka nous éclairent davantage sur le lecteur que sur l'auteur. Et elle doit avoir raison, puisque j'ai moi-même commencé cette vidéo par une confidence. Donc, par où commencer? Alors, il y a au moins un truc sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que le roman est intitulé « La métamorphose ». Bon c'est pas grand-chose, mais on peut peut-être commencer par là. Brundle a-t-il absorbé mouche? Négatif. Fusion de Brundle et mouche au niveau génétique moléculaire. Brundle, mouche, Brundle, mouche, Brundle, mouche. Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit changé en un monstrueux insecte. C'est la toute première phrase du roman qui nous explique d'entrée de jeu que ça ne va pas parler de métamorphose, et non, puisque la métamorphose a déjà eu lieu, mais on va plutôt parler de ses conséquences. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une métamorphose? Alors d'après le dictionnaire Larousse, une métamorphose, c'est le changement d'un être en un autre, transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Une chenille qui se transforme en papillon, un asticot qui devient une mouche ou un animal qui se transforme en panthère... Tout ça, ce sont des métamorphoses. Alors dans le cas de Manimal, c'est une métamorphose temporaire, mais ça reste quand même une métamorphose. Oui, bon, c'est une très vieille référence, et en plus Manimal, c'est quand même un peu moche, mais ça marche aussi avec le professeur Lupin qui se transforme en loup-garou dans Le prisonnier d'Azkaban.
Et mine de rien, c'est une référence qui commence petit à petit à vieillir aussi. Quoi qu'il en soit, la littérature n'a pas attendu Kafka ou J.K. Rowling pour s'emparer du sujet, puisque déjà dans l'Odyssée, Circé transformait Ulysse et ses compagnons en porcs. Et puis il y a surtout les Métamorphoses d'Ovide, un long poème de 12 000 vers, dans lequel des êtres humains sont transformés pour toutes sortes de raisons. Alors la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont voulu jouer au con avec les dieux. Par exemple, le roi Lycon fait manger de la chair humaine à Jupiter, qui pour se venger le transforme en loup. Et il y a aussi Actéon qui surprend la déesse Diane en train de prendre son bain. Elle est furieuse, elle le transforme en cerf pour le faire dévorer par ses chiens. Et si vous remplacez les dieux par la nature, alors vous avez la version moderne du scientifique châtié pour avoir voulu jouer avec les lois de la physique. Par exemple Griffin qui se métamorphose en homme invisible, Bruce Banner en Hulk, John Osterman en Dr Manhattan, et évidemment Seth Brundle en mouche dans le film éponyme. Mais la métamorphose n'est pas toujours un châtiment, elle peut aussi être une récompense obtenue au terme d'un parcours initiatique au cours duquel on a tous appris quelque chose. Et la plupart du temps, un truc dans ce goût-là. La vraie beauté n'est-elle pas celle qui vient du cœur? C'est parce que la belle sait qu'il ne faut pas se fier aux apparences que la bête peut reprendre forme humaine et qu'ils vont pouvoir se marier. Cela dit, s'ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre et complètement indifférents aux apparences, on aurait pu avoir une fin dans laquelle la belle reste la belle, la bête reste la bête et ils se marient quand même. Et franchement, je trouve que ça aurait eu plus de gueule comme fin. Mon cul, ouais. C'est les moches qui disent ça. Enfin, la métamorphose peut aussi être provoquée par des prétextes beaucoup plus triviaux, voire graveleux, voire carrément sordide. Dans les Métamorphoses d'Ovide, Jupiter se transforme en taureau blanc pour enlever Europe et aller coucher avec elle, puis il se change en pluie d'or pour faire la même chose avec Danaé, et il prend aussi l'apparence de la déesse de la chasse pour aller violer Callisto. Et il y a aussi cette fois où il transforme la prêtresse Io en vache pour pas que sa femme découvre qu'il la trompe avec elle, et ensuite il se transforme en taureau pour aller la voir et continuer de... Enfin bref, fallait vraiment qu'il soit le roi des dieux pour pas aller en prison lui. Responsable, mais pas coupable. Châtiment, récompense, prétexte lubrique, quoi qu'il en soit, la métamorphose est toujours justifiée par quelque chose, au moins une petite explication pour les besoins de l'histoire. Bah oui, on devient vampire parce qu'on a été mordu par un autre vampire ou loup-garou parce qu'un loup vous a griffé et normalement une métamorphose ça sort pas de nulle part. Mais pas chez Kafka, qui commence son roman par la phrase suivante. Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit changé en un monstrueux insecte. Et qui ensuite ne donnera jamais aucune explication. Et vous aurez noté au passage que cette phrase mentionne un monstrueux insecte, donc on ne sait même pas en quoi exactement Grégor s'est transformé. Et avant que je relise la métamorphose, j'étais resté dans l'idée qu'il s'était transformé en cafard ou en punaise, et certaines émissions précisent en quoi il s'est métamorphosé. Par exemple, celle que j'ai utilisée pour cette vidéo utilise la traduction suivante. Lorsque Grégor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit changé en un énorme cancrelat. Quand la métamorphose est publiée en 1915, Kafka insiste beaucoup pour que ce monstrueux insecte ne soit jamais dessiné nulle part et surtout pas en couverture du roman. Apparemment, il y tenait beaucoup, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus personne n'en a rien à foutre. Pourtant, Kafka prend le soin de rester flou dans son roman en utilisant des mots vagues comme « tir » qui veut dire « animal » ou « untir » qui veut dire « monstre » ou encore « zog » qui veut dire « truc », mais il n'utilise jamais « cafard », « blatte » ou « cancrelat ». Donc pourquoi est-ce que la version que j'ai utilisée parle de « cancrelat » ? Alors peut-être qu'ils ont payé un étudiant au lance-pierre, un étudiant qui parle vaguement allemand pour faire la traduction, et après tout c'est une hypothèse. Mais l'utilisation du mot cancrelat est aussi justifiée par une note en bas de page, une note qui renvoie directement à la vie de Kafka et à une lettre qu'il a écrite à son père. Et c'est peut-être là une première clé pour mieux comprendre cette histoire chelou de transformation qui a priori semble n'avoir ni queue ni tête. 7 ans après avoir écrit la métamorphose, Kafka, qui a alors 36 ans, rédige une lettre dans laquelle il règle ses comptes avec son père. Sauf qu'il fait le coup de la lettre dans laquelle on se lâche complètement mais qu'ensuite on n'envoie jamais. Et comme la lettre sera publiée à titre posthume, tout le monde pourra la lire sauf le principal intéressé, Hermann Kafka, le père de Franz Kafka. Issu d'un milieu modeste, Hermann Kafka est un genre de self-made man plutôt doué pour le business, grâce à des qualités que Kafka décrit dans sa lettre.
De la force et du mépris pour les autres, de la santé et une certaine démesure, de l'éloquence et un caractère intraitable, de la confiance en soi et de l'insatisfaction à l'égard de tout ce qui n'est pas soi, un sentiment de supériorité sur le monde et de la tyrannie, à quoi s'ajoutent des qualités entièrement positives telles que l'assiduité, l'endurance, la présence d'esprit, l'ignorance de la peur. Perso, le père de Kafka me fait vachement penser à un genre de Bernard Tapie de l'époque, mais en moins spectaculaire. Hé, Toshiba, là-bas, oh! Alors c'est sûr, il va pas finir ministre de la ville, mais il va s'enrichir et faire son trou dans la bourgeoisie du Prague de l'époque. Et c'est dans l'ombre de cet homme autoritaire, puissant, sûr de lui et entièrement dévoué à la cause marchande que grandit le petit Franz Kafka. Kafka qui se décrit dans sa lettre comme un enfant angoissé, fragile, hypocondriaque, bourré de complexes et renfermé sur lui-même, c'est-à-dire tout le contraire de son père, et peut-être à cause des méthodes pédagogiques un peu old school d'Hermann Kafka. Tu ne peux traiter un enfant que selon ta nature, c'est-à-dire en recourant à la force, au bruit, à la colère. Tes moyens les plus efficaces d'éducation orale étaient les injures, les menaces, l'ironie, un rire méchant, et chose remarquable, tes lamentations sur toi-même. Kafka évoque des injures, des menaces, de la colère, de la méchanceté, mais aussi, petit détail amusant, les lamentations de son père sur lui-même. Hermann est quelqu'un de tyrannique, mais en plus il est jamais satisfait. Il a beau s'être enrichi en faisant du commerce, il arrête pas de pleurer sur son sort. On dirait un militant du MEDEF. Le marché du travail est verrouillé en France. Quand je lui file 1000 balles, ça m'a coûté 2300 francs. On est assommé d'impôts. On est quand même le pays qui dépense le plus au monde. Vous en avez marre d'être critiqué? Un trait de caractère qu'il partage avec le père de Grégor dans la Métamorphose, qui lui aussi passe son temps à se lamenter, non pas sur le fait que son fils se soit transformé en insecte, mais sur les conséquences de cet événement et plus particulièrement sur les conséquences financières. Parce que l'argent, c'est la grande question qui préoccupe le père de Kafka, mais aussi le père de Grégor, et toutes leurs pensées se concentrent sur ce qu'il faudrait faire pour en gagner plus. Les deux partagent un autre trait de caractère qui est assez peu glorieux. Autant ils peuvent se montrer très durs avec tous ceux qui sont plus faibles qu'eux, autant ils laissent leur dignité au vestiaire dès qu'ils se trouvent face à quelqu'un de plus riche. Oh, monsieur le commissaire divisionnaire. Les deux maîtrisent l'art de la courbette à la perfection, des fois qu'une petite pièce pourrait tomber, ce qui en fait des genres de dons salustes. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Et avant d'être parodié par Louis de Funès au cinéma, cette mentalité petite bourgeoise, ou cette petite mentalité bourgeoise, je vous laisse choisir, avait inspiré pas mal d'auteurs. C'était même un leitmotiv de la littérature. Au hasard, par exemple, Flaubert, qui d'après Nabokov serait la principale inspiration littéraire de Kafka. Dans son étude sur la métamorphose, Nabokov écrit notamment que Kafka y dépeint des petits bourgeois de Prague, des philistins flaubertiens, des gens de goût vulgaire qui ne s'intéressent qu'au côté matériel de la vie. Et un petit bourgeois de goût vulgaire qui, comme le père de Kafka, ne s'intéresse qu'au côté matériel de la vie, ça a bien du mal à comprendre un fils qui penche plutôt pour l'art et la littérature. Parce que pour le père de Kafka, tout ça c'est un peu beatnik et compagnie. Quand Kafka se lie d'amitié avec les membres d'une troupe de théâtre, son père les traite par exemple de vermine. Et lorsque Kafka, qui sent bien que sa passion pour la littérature le prédestine à une carrière de saltimbanque, imagine quelle pourrait être la réponse de son père à cette lettre, il écrit « Tu utilises encore cette lettre comme telle pour vivre en parasite sur moi. » Vermine, parasite, si vous êtes encore là, je pense que vous voyez arriver petit à petit la métaphore, et même s'il faut toujours être prudent quand on parle de métaphore avec Kafka, on peut s'amuser à la filer un petit peu pour voir ce que ça donne. Dans la Métamorphose, Grégor est devenu représentant de commerce et en grande partie à cause de son père. Et il laisse entendre qu'il aurait aimé faire autre chose de sa vie. Et dans la lettre au père, Kafka nous dit que « Il m'aurait fallu un peu d'encouragement, un peu de gentillesse, j'aurais eu besoin qu'on dégageât un peu mon chemin, au lieu de quoi tu me le bouches, dans l'intention louable certes, de m'en faire prendre un autre. » L'oppression du père empêche la métamorphose du jeune Kafka en écrivain, et cette oppression n'est pas que psychologique, elle est aussi physique. Lorsque le jeune Franz Kafka se déshabille dans un vestiaire en présence de son père, il est complexé, car j'étais déjà écrasé par la simple existence de ton corps. Nous nous déshabillions souvent ensemble dans une cabine. Moi, maigre, chétif, étroit, toi, fort, grand, large. Il se sent écrasé par cette personnalité puissante, un peu comme un cafard écrasé sous la semelle d'une chaussure. Et quand Kafka raconte comment il est finalement parvenu à se libérer de l'emprise de son père, il se compare à un ver. Le derrière écrasé par un pied qui cède du devant de son corps pour se dégager et se traîner à l'écart. Et ça commence à faire pas mal d'indices qui laissent penser que Kafka évoque sa relation avec son père dans la Métamorphose. Alors peut-être que c'est moi qui exagère, c'est possible, mais il écrit aussi dans la lettre que « Dans mes livres, il s'agissait de toi. Je ne faisais que m'y plaindre de ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine. C'était un adieu que je te lisais, un adieu intentionnellement traîné en longueur. » Il a donc fallu plusieurs années et plusieurs livres à Kafka pour dire adieu à son père. Alors déjà parce que ça ne devait pas être si facile, mais surtout parce qu'il laisse entendre dans la lettre
que son père était peut-être coupable, mais pas forcément responsable. Si la relation entre Kafka et son père est aussi délétère, c'est pas parce que Hermann Kafka était méchant et que le petit Franz Kafka était gentil. Alors ce serait pratique comme explication, mais on n'est pas dans un Disney, et apparemment personne n'était vraiment responsable de la situation. Je te crois moi aussi absolument innocent de l'éloignement survenu entre nous. Mais absolument innocent, je le suis aussi. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop différents pour arriver à se comprendre, et ils vivent sur des planètes tellement éloignées l'une de l'autre que les moments où le père de Kafka se montrait bon, tendre et attentionné n'ont pas eu d'autre résultat que d'accroître mon sentiment de culpabilité et de me rendre le monde encore plus incompréhensible. Depuis sa planète, Franz Kafka essaie de comprendre son père et à travers lui un monde qui lui paraît incompréhensible. Ce qui est assez cocasse quand on sait que Kafka est justement connu pour entraîner ses lecteurs dans un monde étrange, déroutant, absurde, où tous les repères sont brouillés, mais un monde qui a aussi toutes les apparences du réel, en tout cas à travers la description que Kafka fait du quotidien d'une famille petite bourgeoise de Prague au début du 19e siècle. Et ça, c'est un drôle de mélange qui, mine de rien, va bouleverser un genre bien connu, ou plutôt devrais-je dire, pour être plus correct, un registre littéraire bien connu. La Métamorphose est-il un roman fantastique? Alors si vous répondez bah oui forcément il y a un personnage qui s'est transformé en gros cafard, c'est que vous n'avez pas vu ma vidéo sur le fantastique. Je vous mets un lien dans la description, mais pour résumer en gros ce que je disais, il y a un consensus pour dire que le fantastique se caractérise par l'intrusion d'un phénomène surnaturel dans un cadre réaliste. Et ce phénomène qui viole les lois de la nature telles qu'on les connaît, étonne, interroge ou effraie les personnages et à travers eux le lecteur. C'est un consensus, donc ça marche pas à tous les coups. Mais ça marche plutôt bien pour le fantastique dans sa période, disons, classique, certains diraient même son âge d'or, c'est-à-dire le 19e siècle. Étant donné que la Métamorphose a été écrite en 1912, ça ira très bien pour cette vidéo. Donc en général, ce phénomène fantastique se déploie progressivement et il s'amplifie. Typiquement, une histoire de fantôme dans laquelle les apparitions sont de plus en plus fréquentes et d'une manière qui laisse de moins en moins de place au doute, autrement dit ce qu'on voit dans 80% des films d'horreur. Mais pas chez Kafka, qui fait à peu près tout l'inverse. Lorsque Gregor Samsa s'éveilla un matin au sortir de rêves agités, il se retrouva dans son lit changé en un monstrueux insecte. Le phénomène fantastique, c'est-à-dire la métamorphose, a eu lieu avant que le roman démarre. Donc pour ce qui est des apparitions progressives qui vont aller en s'amplifiant, déjà ça, on peut oublier. Alors pourquoi pas, après tout peut-être que c'est un début in media res, comme on dit, c'est-à-dire qu'on démarre en plein cœur du mystère, comme dans un Jason Bourne, et puis les explications viendront après. Je suis ton père. Sauf que dans la métamorphose, elles n'arriveront jamais. On peut toujours douter de ce qui se passe et se dire qu'après tout, Grégor est peut-être en train de rêver. Surtout que l'histoire démarre quand Grégor se réveille, et c'est assez vite fait de conclure que finalement, il dort encore. Mais Kafka précise immédiatement que ce n'était pas un rêve. Et ensuite, il ne reviendra plus jamais sur cette histoire de rêve avorté. Si Kafka ment et que c'est un rêve, alors c'est un rêve qui dure jusqu'au bout du roman sans que Grégor ne se réveille. Et donc le lecteur ne saura jamais qu'il s'agissait finalement d'un rêve, ce qui veut dire que rêve ou pas rêve, quelque part ça change rien. On a juste lu une histoire très bizarre. Autre possibilité, Grégor n'est pas tout seul dans sa tête et il délire complètement. Ça c'est envisageable parce que l'histoire est racontée depuis le point de vue de Grégor. Et puis c'est plausible étant donné la réaction qu'il a quand il découvre qu'il s'est transformé en cafard. Alors c'est pas qu'il en a rien à foutre, mais franchement on n'est pas loin. Ce qui le préoccupe surtout, c'est qu'il va arriver en retard au boulot et qu'il faut pas qu'il se fasse virer parce que toute sa famille vit sur son salaire. Peut-être que Grégor nage en plein délire, mais il a des considérations bien matérielles à l'esprit et en l'occurrence des problèmes d'argent. Et pas n'importe quel problème d'argent, des problèmes d'argent qui s'inscrivent dans un décor très réaliste, celui d'une famille bourgeoise en voie de déclassement à Prague dans les années 1900. Puisqu'on ne peut pas trancher sur la possible folie de Grégor, pour le moment, on a bien un phénomène surnaturel qui surgit dans un décor très réaliste. On a donc quelque chose qui colle à peu près bien avec la définition du fantastique. D'autant que comme pour le rêve, Kafka n'évoquera jamais la folie du personnage comme une possible explication de cette histoire. Là où ça se complique, c'est qu'il fait l'inverse de ce que font les romans fantastiques classiques qui partent d'un cadre réel pour y intégrer petit à petit des éléments fantastiques. Kafka part d'une situation complètement what the fuck, un homme s'est transformé en cafard et il va la naturaliser progressivement. À grands coups de considération matérielle, il la dilue dans le réel et il la normalise. Et puis arrive ce qui doit arriver, on arrête de se demander ce qui se passe, on ne cherche plus d'explications et on s'intéresse surtout à ce que cette métamorphose révèle sur les rapports familiaux de Grégor ou encore aux conséquences de cet événement sur ses proches. Jean-Paul Sartre parle de monde à l'envers qu'on découvrirait en étant nous-mêmes à l'envers. Je m'explique.
Dans la majorité des romans fantastiques classiques, on suit un personnage principal qui est un personnage à l'endroit, c'est-à-dire normal au sens de pas surnaturel. Ce personnage à l'endroit est le témoin d'un phénomène surnaturel, c'est-à-dire un phénomène à l'envers, dans un monde donné pour réel, donc un monde à l'endroit. Et on découvre ce monde à l'endroit à travers les yeux de notre personnage qui est lui-même à l'endroit, donc tout va bien. Le monde de la métamorphose est un monde à l'envers, c'est-à-dire un monde dans lequel les personnages et le lecteur arrêtent rapidement de se demander pourquoi quelqu'un s'est transformé en cafard du jour au lendemain. Parce que là, il n'y a pas de « oui, en fait, il a été mordu par un vampire ou il a déconné avec une table de Ouija », il n'y a rien, il n'y a pas d'explication. Il n'y a que les conséquences matérielles et affectives sur une famille de Prague au début du XXe siècle. Un décor qui paraît a priori réel, mais dans lequel, lorsque quelqu'un se transforme du jour au lendemain en cafard, comme dirait un président de la République, ça m'en touche une sans bouger l'autre. On est donc bien dans un monde à l'envers. Et on y progresse à travers le point de vue d'un personnage qui est à l'envers, puisque le roman est raconté depuis le point de vue de Grégor, qui en est l'élément fantastique. On découvre donc un monde à l'envers depuis le point de vue d'un personnage qui est lui aussi à l'envers. Et quand on voit quelque chose à l'envers en étant nous-mêmes à l'envers, alors c'est la même chose que le voir à l'endroit quand on est nous-mêmes à l'endroit. Sauf que voir quelque chose à l'envers en étant à l'envers, c'est pas tout à fait la même chose que la voir à l'endroit en étant nous-mêmes à l'endroit. Déjà, ça doit foutre un peu la gerbe, parce qu'avoir la tête en bas, c'est jamais agréable, mais surtout c'est très malaisant parce qu'on évolue dans un réel qui ressemble beaucoup au nôtre et qui pourtant est déréglé, absurde, étrange, parfois cauchemardesque, où les lois de la logique ne s'appliquent plus. On est dans un monde qu'on a l'impression de comprendre et que pourtant on ne comprend pas. Un monde kafkaïen. Un peu comme dans un film de Lynch, sauf que là on est en 1912 et que Kafka met un grand coup de balai dans la manière avec laquelle on appréhende le fantastique. Et puisque comme lecteur on ne comprend pas les règles de ce monde, alors on se raccroche à des signes, à des symboles, des métaphores, des analogies, n'importe quoi pour essayer d'y trouver du sens, et peut-être même pour s'en échapper. Ce qui explique probablement pourquoi Kafka est un des auteurs les plus commentés au monde, donnant lieu à autant d'interprétations différentes. Tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la métamorphose, et à vrai dire, je suis même pas vraiment encore rentré dans le sujet, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout, et si ça vous intéresse, on se retrouve bientôt pour reparler de Kafka et de la métamorphose, et en attendant, portez-vous bien.